de sa vie ou le temps de son époque? Mais c'est d'abord en racontant. Je me suis intéressé au récit précisément parce que c'est pas un genre littéraire savant. Oui, certes, il y a le roman, il y a l'autobiographie, il y a les confessions, etc. Mais d'abord, il y a la conversation ordinaire. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un de nouveau, qu'est-ce que nous lui demandons? D'où venez-vous? Qui êtes-vous? Et il raconte une petite histoire. Et nous échangeons constamment des histoires pour savoir qui nous sommes et qui est qui. D'abord, je crois qu'il faut voir comment l'interprétation vient dans le récit. Parce que raconter une histoire, ce n'est pas mettre bout à bout des petits incidents. C'est faire courir un fil, ce qu'on appelle la trame de l'histoire. Moi, j'ai employé l'expression de mise en intrigue, l'intrigue. Bon. Or, on peut toujours raconter autrement les mêmes faits. Et collectivement, existe-t-il des récits d'une société, des Oui, récits d'un pays, d'un peuple? ça, ce serait le problème de l'imbrication l'une dans l'autre de chacune de nos mémoires. Nous avons chacun des souvenirs, nous ne pouvons pas transférer d'une mémoire dans l'autre, nous avons notre mémoire. Mais d'autre part, puisque nous exprimons dans des récits nos propres souvenirs, nous les exprimons dans la langue de tous. Et la langue de tous, c'est un phénomène public. Alors, nous sommes reliés comme ça alors à des récits qui circulent, dont certains sont des récits fondateurs. Les récits fondateurs de notre identité collective et non plus de notre identité personnelle. Alors je crois que le récit, justement, c'est sa force de circuler entre d'une mémoire à l'autre et des mémoires individuelles à la mémoire collective. Est-ce qu'il y a moyen d'interpréter ce qui vient de se passer en Bosnie ou en Yougoslavie au moyen de la grille du récit que vous avez forgé? Oui, la question que vous posez sur la Yougoslavie est particulièrement difficile parce que vous avez un enchevêtrement de plusieurs histoires collectives. Ce sont plus simplement des destins individuels, ce sont des histoires collectives. Et en plus, ce sont des histoires de mémoire blessée. Parce que ce qui est gloire pour les uns est souffrance pour les autres, humiliation pour les autres. C'est-à-dire sur les mêmes, mais qu'est-ce que c'est qu'une guerre perdue? C'est une guerre gagnée par un autre. Donc on ne va pas faire le même récit, le récit de la victime et le récit du vainqueur. Mais alors, il n'y a pas de point de vue vrai. Nous sommes obligés d'entendre les récits des uns et des autres. Alors ça pose le problème politique. Est-ce qu'une médiation est utile dans ces cas-là? Est-ce que quelqu'un peut voir un peu tous les côtés à la fois et avec une sorte d'œil impartial? Et ça, c'est le problème alors des institutions internationales, avec toujours le danger alors d'intervention qui brutalise les mémoires. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un nouveau récit qui est occupé à s'écrire par les SDF, les pauvres, les gens qui sont dans la rue, et aussi dans la manière dont les médias traitent de ces choses-là? Oui, mais je suis très attentif à cet aspect des choses parce que vous touchez là au fait que beaucoup des récits, des grands récits, ont été des récits des vainqueurs. Et nous sommes maintenant, peut-être à cause de l'écrasement de la classe ouvrière au XIXe siècle, puis après ça, des victimes de minorités ethniques et la Shoah, nous sommes sensibles à ce qu'on pourrait appeler le phénomène général de la victimisation. Et alors, tout d'un coup, on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réécrire l'histoire du point de vue des victimes et non pas du point de vue des vainqueurs? Y a-t-il des faits qu'une société ne peut jamais oublier? L'extermination des Juifs par les nazis, par Oui, exemple. alors d'ailleurs c'est très intéressant même dans le langage, si vous voulez, quand on parle du devoir de mémoire, c'est qu'on met la mémoire au futur, alors que ce qu'on se souvient c'est du passé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tu continueras de raconter. Le- L'interdiction, en quelque sorte, d'oublier, c'est un devoir de continuer de raconter. C'est-à-dire que ici, la mémoire est mise en relation avec le futur. C'est-à-dire que ce qui m'a été transmis, eh bien, il faut que je le transmette. Et je suis moi-même une sorte de jalon dans la suite des générations. N'est-ce pas? Ce qui est important dans la Shoah, c'est bien entendu l'exactitude des détails, les détails. Il n'y a même que des détails affreux. Mais
en même temps, c'est l'instruction. D'ailleurs, le mot juif de Torah est très bien placé ici. La Torah, c'est une instruction. Et savoir quelle instruction en tirons-nous? Parce que si nous n'en tirons aucun enseignement, pour mieux vivre et pour éviter simplement que cela se reproduise, c'est la valeur d'avertissement. Je fais remarquer d'ailleurs que le mot latin de monument, c'est quelque chose qui nous avertit, monere, qui nous avertit. Et donc, quel est l'avertissement vers le futur? Parce que sans ça, la mémoire est stérile, c'est le ressassement. Et donc, nous retournons dans la répétition. Alors, je pense que le vrai travail de mémoire, c'est un travail qui instruit la possibilité d'un futur plus pacifique, moins destructeur. Les anciens Grecs, pour connaître le futur, consultaient les devins. Nous, aujourd'hui, je pense qu'on a plus tendance à consulter les spécialistes en probabilité. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne manière d'appréhender le futur? Cela dépend des problèmes. Il est certain que notre projection du futur est échelonnée entre la prévision, alors quantitative, c'est la base statistique, et puis à l'autre extrémité, l'utopie. Et il faut remplir cet intervalle entre la prévision et l'utopie. Alors déjà, je dirais que même à l'intérieur de la prévision, les économistes nous ont habitués à échelonner les degrés de probabilité. Et c'est déjà beaucoup. Le court terme, le moyen terme, le long terme. Après ça, c'est un futur de plus en plus indéterminé. Et je crois que c'est une très très bonne discipline de pensée, de savoir sur quelle longueur de temps nous pensons. Et je dis que c'est très important parce que le politique, par nécessité, par contrainte, est centré sur le court terme. Parce que le problème d'un homme politique, c'est sa survie. La réélection, dans des systèmes électoraux comme les nôtres, alors, c'est un handicap terrible, parce que le court terme de la survie d'un homme politique, d'un parti politique, fait écran à la capacité de se projeter sur le long terme. Or, les économies modernes, en particulier, exigent plus, en tout cas certainement plus que le court terme de la survie politique d'une équipe ministérielle, d'un Premier ministre, d'un régime, même d'un régime. Est-ce que vous avez un scénario du futur? Non, mais je pense que il faut plutôt se poser la question, est-ce que mes choix politiques ont des ressources de durée? Est-ce que je reste enfermé justement dans ce que le pouvoir politique présent voudrait m'imposer comme vision, c'est-à-dire sa propre survie? Alors je pense que le citoyen doit penser plus loin que les gens au pouvoir, pour justement préserver le sens du long terme. Il y a actuellement des mouvements comme les mouvements intégristes religieux qui font d'énormes promesses sur l'avenir et ça engendre un certain fanatisme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un devoir de méfiance du citoyen vis-à-vis de certaines promesses sur l'avenir? Oui, mais je ne crois pas que les intégrismes se définissent par leur capacité de projection dans l'avenir. C'est aussi l'exercice d'un pouvoir immédiat sur les âmes. Et moi, ce qui me paraît caractériser l'intégrisme, c'est la captation de la crédibilité. Nous avons commencé cet entretien précisément avec cette idée de la crédibilité. Et la crédibilité des institutions. Eux, ils jouent sur la crédibilité 100% de leur propre institution. Et alors, il y a un effet de fermeture. Et moi, je dirais que le critère de la liberté religieuse, c'est la capacité de sortir de sa propre confession et d'en adopter une autre. Si ma confession permet cela, elle n'est pas une secte. Non, il ne faut pas faire le livre de trop. Alors, ça, c'est important. Alors, il ne faut pas faire de grands projets à mon âge. Il faut faire ce qu'on peut, mais ne pas dire « ceci sera mon
prochain livre, et il y en aura encore après, et puis bon, et peut-être le dernier. Je ne sais pas quel sera mon dernier écrit, c'est peut-être maintenant la page que je suis en train d'écrire. Donc je ne dois pas m'occuper de la fin. Je dois m'occuper d'être vivant, agissant et pensant jusqu'à la mort. Et le travail sur soi-même que tout homme doit faire, me semble-t-il, et peut-être qu'on le fait plus facilement quand on est vieux, c'est se désintéresser de la date de sa mort. Ça arrivera toujours de façon différente de celle qu'on avait prévue. Et alors le problème, c'est justement de se détacher de cette question-là. Et d'avoir n'avoir que deux idées. Premièrement, pour moi, être vivant et savoir ce que je peux encore faire. Et puis deuxièmement, remettre à mes successeurs, mes descendants, leur part de mémoire humaine de moi, l'héritage dans lequel ils auront à trier, y compris le parricide. Et entretenir ces deux idées, le détachement de la rage de vivre, et d'autre part le transfert sur l'autre. C'est ce que j'ai appris chez Lévinas. Donc je crois au contraire, alors ça ce serait du côté aussi de Sartre, lorsqu'il disait c'est toujours un accident. Et on meurt soit trop jeune, soit trop vieux, mais c'est jamais au bon moment. Par conséquent, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas rationnel, c'est de l'absurde. Alors, je dois penser à la vie et non à la mort. J'ai écrit, je crois, dans les entretiens que j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme de quelqu'un de gai, malgré peut-être la sévérité du professeur.